Ouais. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est mercredi aujourd'hui, c'est le jour des enfants, donc il y a Audrey Pronostic qui est forcément là. Ravi de vous retrouver jusque 18h. C'est parti pour le LGF, le grand forum, avec vos appels, amis auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000. Au programme, on parlera de la Tunisie où la situation est on ne peut plus catastrophique, et on en parlera d'ailleurs avec quelqu'un qui est sur place en Tunisie avec un couvre-feu des 20h et confinement le week-end pour toute la Tunisie à partir de samedi. Vraiment la situation est on ne peut plus dramatique, on y reviendra dans quelques minutes. On parlera aussi de la vaccination dans les lycées et collèges. C'est un enjeu de la rentrée que propose le gouvernement. C'est un document en fait qui émane du ministère de la Santé qui circule, et ils réfléchissent effectivement à rendre obligatoire la vaccination pour les collégiens et les lycéens dès la rentrée prochaine. Et puis on parlera du tourisme halal. Est-ce que vous en avez peut-être entendu parler, ou peut-être l'avez-vous d'ailleurs déjà pratiqué? Eh bien il est en pleine expansion, il a le vent en poupe comme on dit, et on en reparlera tout à l'heure en quoi ça consiste et quels pays sont concernés. On vous expliquera tout. Est-ce que vous êtes vous favorable, pourquoi pas, à ce type de tourisme? On y reviendra là aussi sur France Maghreb 2 avec, pour m'accompagner aujourd'hui, Audrey Pronostic. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tout le monde. Franchement, je suis super en pleine forme. Voilà. Bon bah c'est super, ma chère Audrey, sois la bienvenue. Journaliste Besma Maghrebi, maître Maghrebi, bonjour maître. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Je t'avais promis de revenir. Non, mais un exploit, 2 fois en une semaine. Non, c'est 1 fois par semaine. Oui, mais d'accord, mais ça fait 2 fois là, en une semaine. Mais c'est un exploit. Ouais, c'est un exploit. Mais c'est parce que je suis ravie d'être parmi vous. J'aime les auditeurs, donc oui. Je leur avais promis, je respecte ma parole. D'accord, merci beaucoup. Par contre, ce t-shirt, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, Besma. C'était une blague. Les chaussettes non plus ne vont pas non plus. Du tout. Non, mais c'est parce que j'avais promis à Christophe que je viendrais avec le maillot de l'OM et les chaussettes de l'OM. Donc, non, ça, par contre, comme il me chambre tout le temps, il pense que je les porte. Mais peut-être que je les porte et peut-être que je ne les porte pas. L'avantage, c'est de ne pas voir. Et là, ça m'arrange bien. On est en Tunisie avec notre ami Nasser Lajili qui est du côté d'Hammamet. Ça va, mon Nasser? Ça va, je te remercie, Christophe. Bon, alors... Bonjour à Maghrebi. Eh bien, bonjour à toi, mon Nasser. On va parler de la Tunisie, ça tombe bien, puisque la situation, et tu nous le confirmeras, est catastrophique. D'où ce titre, la Tunisie, un été sans touristes. On le verra en tout cas, et ça se profile comme ça, malheureusement, puisque... la pandémie et le variant Delta est arrivé en Tunisie et explose. Et pour vous donner juste à titre d'exemple, la deuxième ville de Tunisie, vous savez c'est laquelle? Oh, les Tunisiens, un carton là. Bah, c'est quoi Tunis, non. Nabeul, Zarzis, Alors, on a Philippe Boyaki qui nous rejoint, comme quoi les vacanciers sont aussi de la partie. Salut mon Philippe. J'entends pas. Salut mon Philippe. Salut. Ouais, on t'entend pas. Salut mon Philippe, je sais pas, t'as pas la wifi sur les lieux de tes vacances? Si, là je l'ai allumé. Comment ça va mon Philippe? Je suis vraiment fatigué. Oui, bah ça oui, d'accord, on a l'habitude mon Philippe. Comment ça va? Non, t'as pas l'habitude. Quand je suis fatigué, c'est vraiment cheveux ce qui m'arrive. Ça fait 48 heures que je suis HS de ouf. T'as fait la deuxième dose du vaccin ou quoi? Je l'ai fait, mais le 11 juin. Ah oui, d'accord. Bon bah Philippe, merci. Bonjour à toi en tout cas, sois le bienvenu mon Philippe. Toi t'es en vacances dans le sud de la France, du côté de Marseille, pas loin d'ailleurs. Ouais, enfin pas du côté de Marseille, je suis plutôt à Seine-sur-Mer, à côté de Toulon. Ouais. Marseille, 50aine de kilomètres, mais tout est relatif. Hein. Bon, en tout cas c'est magique la radio. On a Nasser Lajili qui est à Hammamet en Tunisie et Philippe Boyaki qui est près de Toulon, c'est formidable. Et Maître Maghrebi et Audrey Pronostic qui sont en studio avec moi. Et je salue aussi notre ami DJ Nabil qui est de la partie et qui va jouer avec nous au quiz. Tout le monde va bien? En pleine forme? Ouais, bon. Il y a beaucoup, il y a beaucoup trop de nuit. Quoi? Heureusement que RMC et BFM sont là pour relever le niveau. Hein. Ouais, heureusement. Hein. En plus, ils ont fait une superbe recrue. On en parlera tout à l'heure. RMC, BFM TV, franchement, je les félicite. Voilà. Bon, on en parlera tout à l'heure, les amis. Alors, c'est parti pour le quiz. Qu'est-ce qui se passe là, les filles? Qu'est-ce qui se passe? Je vous vois un petit peu. Il y a des petits soucis de câblage, mais ça va. Bah, c'est à France Maghreb 2 en même temps. Hein. Faut pas s'inquiéter, hein. Nabil, c'est notre magicien, donc il est en train de tout régler là. Ouais, bah c'est bon là, c'est réglé ou pas? Oui, ça commence. Ça commence. Oui, ça ça commence. commence. Oui, d'accord. C'est vraiment une émission qui vraiment n'importe quoi cette émission. Allez, c'est parti pour le quiz. Allez, le quiz des amis. Nasser Lajili, Philippe Boyaki, Audrey Pronostic, Besma Maghrebi. Ça ne s'invente pas, c'est que des i.
Allez, Ouais, c'est vous les êtes prêts? meilleurs. Voici ma première question. Ah non, moi je joue pas. Stéphanie de Mais Monaco. si tu joues. Comment ça, Besma Maghrebi? C'est quoi ce délire Les là? quiz, je suis nulle au quiz. Oui, bah on va voir. J'espère que t'es meilleure avocate. Ah bah je suis largement meilleure avocate, c'est pour ça que je ne joue pas d'ailleurs. Alors, première question. Quelle ville est choisie comme siège des sessions plénières du Parlement européen en 1981? Orly. Non, c'est pas Bruxelles. Strasbourg. Strasbourg. Qui a dit Strasbourg, Audrey? C'est moi. Non, non, c'est Audrey qui l'a dit en premier. C'est Audrey qui l'a dit. C'est mon Premier. papa qui a construit le Parlement. Non, non, Je c'est- sais. non, il y a pas de triche, c'est Audrey qui l'a dit, j'ai des bonnes oreilles. J'ai peut-être pas voilà. les yeux, mais j'ai les oreilles. Alors, Voilà. Allô, tu m'entends? oui, je t'entends, Bah, nous, Philippe, le retour t'inquiète est pas. très Ouais, mauvais, par on contre, l'entend mal, l'entend nous. quasiment pas, nous. Bah ouais, bah j'en sais rien, moi je Ah ouais. l'entends. Je l'entends très bien, moi. Ah, mais parce que j'ai dit Bruxelles et Strasbourg immédiatement dans la foulée, et visiblement. Bah je l'ai pas je entendu. l'entends Voilà. partiellement. Bon, allez, question à 2 points maintenant. Attention, ça peut rapporter 2 points, donc ça peut être intéressant pour la suite. Quel champion allemand est devenu le plus jeune joueur de... Boris Becker. Qui a dit j'ai Boris Becker? Moi. Nabil? Ouais. D'accord, bah, Ouais. c'était la bonne réponse. Il avait seulement 17 ans, il a remporté le tournoi de Wimbledon en 1985. Ça fait 2 points pour DJ Nabil, 1 point pour Audrey Pronosti, 0 pour Besma, Nasser et Philippe. Mais moi je joue pas, tu me Mais tu joues. Mais si tu Tiens. joues. Question à 3 points. Alors. Bernard Tapie prend le contrôle de quelle Marseille. grande entreprise? Adidas. Adidas. Ouais, Audrey. ouais. 1990, Adidas. 3 points. 4 points. Attention, question à 4 points. Je cherche un acteur français mort à Marseille en 2012. Marcel Pagnol. Non, Marcel Pagnol, n'importe quoi. Non, mais si, ça aurait pu. Mais pas en 2012, vous êtes Ah, des malades. 2012. Ah, j'ai oui, pas effectivement. entendu la Non, date. non, attends, 2012. 2012. Ouais, Marseille. quel acteur français meurt à Mousse Marseille? Diouf. Oui! Ouais. Mousse Diouf. Bravo, Très maître dit, Fallait Magrébi. dire Marseille, hein. Tu sais, a dit, Je joue pas. je joue pas. 4 points direct. Non mais t'as dit Marseille alors. Ah, bah oui, bah voilà. Voilà, c'était le Bon, mot magique. alors attention, question à 3 points. Je cherche un chanteur français né en 1974, plus connu dans le rap. Tu peux répéter, s'il te plaît? Star. Non, c'est pas Joe Star. Tu peux répéter, MC s'il te Solar plaît, j'ai pas Non, entendu. je cherche un chanteur Ah, français. Akhenaton. Non, chanteur français né en 1974, plus connu dans le rap. MC Solar. Non, J'ai déjà Cool dit. Chain. non, non, il est plus vieux, Kouchen. Euh, Né en Tunisienne- 1974. non, j'avais- Ouais. Enfin, c'est le rap à l'époque secteur A. Hein. Ayam. Non. Ah, Doc Gynéco. Doc Gynéco. Doc Gynéco. Bravo, Oh Nabil. là là, j'allais dire Semi Bugsy, il m'énerve. Bonne réponse. Attention, voici ma dernière question, et celle-là, elle vaut 6 points. Je cherche un auteur, compositeur et interprète français, né en 1982. Indice. Il a été gagnant de la nouvelle star en 2007. Grégory Le Marchand. Le Non. Marchand. Le Marshall. Christophe Willem. Non, Nolwenn. non. Non, Jennifer. non. Ah, Non, auteur, Jennifer, c'était la Starac. acteur. Moi, je parle de la nouvelle star, attention. Ah, la nouvelle star, c'est l'autre là, comment il s'appelle Amel Bent. Petit blond. Amel Bent. Non, c'est le blond, ouais, Petit blond, peut-être. c'est pas Julien Doré. Ouais, Bravo. bien joué. Maître Maghrébi, genre, j'ai pas joué, elle a gagné la... Eh, non mais heureusement, Petit blond. heureusement qu'elle a Julien dit Doré. qu'elle ne jouait pas. hein. Bonne réponse. Ah, bien joué. Bon, bravo. Oh non. Maître Bravo, Maghrébi remporte et c'est Besma, un exploit. bravo, Son bravo. premier quiz aujourd'hui dans le LGF. Ouais, un maillot de Marseille en Peut-être qu'elle va être recrutée comme Manuel Valls sur BFM TV RMC l'année prochaine, je ne sais pas. Donc, Ouh, sachez, ça fait Christophe- mal. sachez Bon. que Christophe, elle a gagné le maillot de Marseille. Dans un Mais j'ai instant, su répondre à la question que Julien Doré. calmez-vous. Là, il y a 2 filles sur le plateau, c'est le bordel. Philippe Boyaki, Nasser Lajili, depuis la Tunisie, on va parler d'un sujet un peu plus grave, la Tunisie justement, un été sans touristes ou pas. La situation se dégrade. Nasser nous le confirmera dans un instant, juste après la pub, avec un confinement le week-end imposé pour tout le territoire tunisien, un couvre-feu qui est passé de 22h à 20h, une situation avec des hôpitaux qui débordent et une image aussi. Nasser, tu nous en parleras de ce policier agonisant devant l'hôpital. Je crois que c'était du côté de Monastir qui a vraiment choqué tout le pays. On en reparle dans un instant. À tout de suite.
Le Grand Forum, les amis, merci d'être avec nous. Avec aujourd'hui Audrey Pronosti, journaliste, Maître Maghrebi, avocate, Nasser Lajili qui est depuis Hammamet en Tunisie, ça tombe bien, on va parler de la Tunisie, et Philippe Bouriaki aussi qui est du côté de Toulon, dans le sud de la France. Et oui, nos chroniqueurs, même en vacances, chroniques pour le LGF. Voilà, on ne s'en passe pas le LGF, c'est comme ça se passe, les amis. Méfiez-vous des imitations, l'original ici, toute l'authenticité de 16h à 18h. Ravi de vous retrouver. Alors notre Nasser Lajili est avec nous, on va le garder une petite demi-heure avec nous. Après on va le laisser profiter de ses vacances évidemment. Nasser Lajili, donc tu te trouves en Tunisie, tu y es arrivé il y a quelques jours maintenant. Le sujet que je souhaite que l'on aborde ensemble, c'est la Tunisie, un été sans touristes, encore une fois j'ai envie de dire avec une explosion. C'est peu de le dire, toi qui es sur place Nasser, est-ce que tu peux nous confirmer la situation qui règne en ce moment, l'ambiance qui règne en Tunisie? Ah oui, non, ça effectivement, l'ambiance est palpable, ça on le sent, on le ressent même quand on marche, quand on se balade, on sent que les gens sont très, on va dire, ils sont dans la panique parce que voilà, ils ont jamais connu cette crise sanitaire. C'est la première fois que la Tunisie, depuis le début du Covid, subit une crise sanitaire aussi puissante que ces derniers jours. On tourne sur 4000 contaminations par jour pour un pays qui a 12 millions d'habitants. Donc c'est normal que voilà, le peuple commence à avoir peur de cette maladie et d'ailleurs le variant Delta a fait des ravages sur la Tunisie. Donc il y a des nouvelles mesures qui ont été mises en place par le gouvernement et le chef de l'État, qui est un confinement le week-end, donc le samedi dimanche, ça commence à partir de ce week-end. Le samedi dimanche, confinement général dans toute la Tunisie et le couvre-feu qui est mis en place à partir de 20h. Depuis un moment d'ailleurs, ça fait presque un mois et demi que ça dure. Donc il était à 22h le couvre-feu et il est passé à 20h depuis 2 semaines et demie à peu près. Donc voilà. La situation, voilà un peu la situation. La situation dans les hôpitaux, parce que c'est là que ça inquiète aussi, ça déborde. Alors pour rien vous cacher, moi j'ai des membres de ma famille qui sont tombés malades du Covid là ces derniers jours et je vous cache pas que aucun ne voulait aller dans les hôpitaux. Aucun. Ouais. Tellement que la situation dans les hôpitaux est catastrophique. En termes de chiffres, là, on est à quasiment 100% des lits qui sont occupés. Et moi, des échos que j'ai eus, c'est tellement, ils sont tellement surchargés qu'ils en arrivent même à mettre 2 malades par lit. Ouais. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi cette crainte de se dire que voilà, on est dans un espace où il y a des malades, donc quoi qu'il arrive, on n'a pas envie d'être confronté à ces gens. Oui, puisque les personnes non atteintes du Covid sont mélangées avec les personnes qui sont atteintes du Covid. Parce qu'ils ont Alors, pas de place. Il y a des images qui ont choqué la Tunisie, c'est ce policier qui a agonisé devant un hôpital, je crois que c'était près de Monastir. Tellement il y avait plus de place dans les hôpitaux, donc il est mort agonisant donc devant l'hôpital. La situation aussi, on parle il n'y a plus d'oxygène pour les malades, ou pratiquement plus. Donc, exactement, on a beaucoup d'hôpitaux qui se retrouvent en manque d'oxygène, donc ça c'est quand même dramatique qu'on voit un pays comme la Tunisie qui se retrouve sans oxygène et qui est à 2 heures de Paris, quoi, à 2 heures de l'Europe. Donc effectivement la situation, vraiment, moi je vous le dis, c'est très compliqué. Il faut savoir aussi que les tests PCR ne sont pas gratuits ici. Donc les tests PCR pour quelqu'un qui, on va dire, dans une famille nombreuse et qui se retrouve malade du Covid, il se retrouve avec... C'est impossible, on est à 170 dinars le test à peu près, et le salaire moyen est de 250 dinars. Ouais. Absolument. Donc 170 dinars, ce qui représente à peu près 55 euros, 60 euros. Ouais. Donc, ce qui a plus de 55% de leur salaire. C'est énorme. Alors Nasser, ce qu'il faut rappeler aussi, pour celles et ceux qui souhaitent se rendre en Tunisie et qui sont vaccinés, il faut quand même se munir d'un test PCR, tu me le disais d'ailleurs tout à l'heure, aussi bien à l'arrivée qu'au retour d'ailleurs. Absolument. Donc, toute personne qui quitte le territoire ou qui rentre dans le territoire français, alors c'est plus un test PCR de 72 heures, mais de 48 heures. Ah oui. Ça a changé. D'accord. Donc, ah oui, c'est un test moi PCR j'avais entendu 36 36 alors. Oui. Alors 36 c'est en Algérie. Donc en Tunisie, je sais que là ils sont passés à 48 heures. Et en donc, Turquie par la aussi. crainte que ce variant soit, on va dire, présent en Tunisie. Très honnêtement, Nasser, on va poser la question clairement. Est-ce que évidemment, on comprend évidemment que ça peut être concerné aussi les Tunisiens, les Marocains et les Algériens qui souhaitent revoir leur famille. C'est tout à fait logique et compréhensible. Mais au vu de la situation, est-ce qu'il est prudent, est-ce qu'il est recommandé de partir en Tunisie cet été pour passer ses vacances? Franchement. Alors, en toute honnêteté, moi,
alors, j'ai pas de conseils à donner sur ce point-là, mais moi personnellement, je suis exemple en Tunisie actuellement et je n'ai aucune, on va dire, je fais très attention à ce que je fais. J'ai mon gel hydroalcoolique, j'ai mon, comment dire, mon masque. Donc effectivement, quand on voit qu'il y a des gens qui sont à côté ou quand on rentre dans un magasin, ben, on utilise tout ce, on va dire, ce protocole de se nettoyer, de faire attention où on met les mains, etc. Après, effectivement, on va dire le côté d'hygiène en Tunisie n'est pas forcément le même qu'en Europe. Ça, on peut dire ce qu'on veut. Quand on va y aller aux toilettes dans des toilettes publiques, il faut surtout pas y aller. Donc effectivement, on laisse traîner des choses. Il y a des choses qui, mais voilà, rien doit nous interdire de se déplacer en Tunisie. Moi, je le dis pourquoi? Parce que il y a deux choses qu'il faut aussi retenir dans ce contexte qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Moi, je vois la situation de tous les commerçants en France. Tous les hôtels, nombre d'hôtels qui sont fermés à Hammamet. Faut voir, hein. Il y a énormément d'hôtels qui ont fermé suite à la crise sanitaire et suite à, on va dire, à l'annulation de beaucoup de gens qui devaient partir en Tunisie cet été et qui ont annulé à la dernière minute suite aux annonces faites, voilà, sur le à la base. Sachant que le pays, la Tunisie, risque de passer sur, vous savez que les cartes en France, on a des pays en jaune, en rouge et en vert, et la Tunisie va passer en rouge d'ici quelques jours a priori. Nasser, moi j'ai juste une petite question à te poser. Toi, quand t'es parti, la situation était aussi dramatique, ou quand t'es parti, ça l'était pas autant? Alors, il n'y avait pas de répercussions comme aujourd'hui. Alors justement, d'où découle ma deuxième question. En fait, si tu avais su, si au moment de partir, la situation avait été celle qu'elle l'est aujourd'hui, est-ce que tu serais quand même parti? Alors moi, je suis parti en urgence parce que, comme je l'ai dit au début, j'avais des membres de ma famille qui étaient malades. D'accord. Donc je me suis dit, il faut absolument que je m'y rende sur place. Ouais. Donc effectivement, moi, c'est pour ça. Mais je serais quand même, je pense que je serais quand même parti. Alors il faut savoir, et j'ai oublié de préciser tout à l'heure, il y a des villes qui sont complètement confinées. Oui, il y a des, il y a des villes comme la ville de il y a des gouvernorats qui sont fermés en fait. C'est par gouvernorat qu'ils peuvent circuler. D'accord. Il y a le gouvernorat, il y a les villes aussi. Kerouan, Sousse, Nabeul, c'est des villes qui sont complètement fermées. On ne peut pas rentrer, on ne peut ni sortir ni rentrer dans cette ville. Alors, on va prendre des nouvelles pour Besma. Des nouvelles de l'île de Djerba. Comment ça se passe à Djerba? Bah pour l'instant, l'île n'est pas fermée, mais voilà, ça va pas. Ça va pas sur l'île non plus. Le virus circule beaucoup plus que la semaine dernière, par exemple. Là, en termes de taux d'occupation de l'île, on est passé à 90%, sachant que sur le reste du territoire, on est à quasi 100% là. Et qu'on n'a pas d'infrastructure adaptée sur l'île pour réussir à prendre en charge toutes les personnes qui pourraient tomber malades. Donc, du coup, c'est super délicat c'est parce très que la compliqué. fermer, c'est la condamner. C'est Et ça. en même temps, la laisser ouverte, c'est et la structure la plus adaptée pour les prendre en charge, c'est Medellín, et Medellín, c'est loin. Alors, Donc, on sort question Medellín. importante, parce que vous le savez que la situation économique en Tunisie est catastrophique. Est-ce que un nouvel été sans tourisme, puisque ça a l'air de se profiler ainsi, ça va avoir des conséquences sur ce pays, sachant qu'apparemment le FMI peine à prêter de l'argent, justement. C'est ce qu'on a appris aussi. Évident. Déjà, en 2015, ça avait eu des répercussions. C'était pour d'autres raisons, c'était pour oui, les attentats. mais on est bien d'accord. Ouais. Mais il n'empêche que le tourisme avait baissé, quoi qu'il en soit. Alors maintenant, certes, c'était pas la même raison, mais ça avait eu des répercussions mais monumentales. Donc là, je vois pas pourquoi ça en aurait pas. Et en plus, il va y avoir une hausse de la mortalité. Donc, j'en parle même pas. Quoi. Alors, Nasser, est-ce que, par exemple, les Tunisiens sur place sont conscients de la gravité de la situation? Évidemment. Alors oui, absolument. Absolument. Elle est beaucoup plus marquante parce que j'étais pendant le Ramadan en Tunisie au mois de mai, donc pendant la période du Ramadan, et je vois on va dire le comportement des Tunisiens aujourd'hui, elle est complètement différente. Je sais que le couvre-feu est, on va dire, bien respecté dans plusieurs villes dans lesquelles je me suis rendu. Exemple, quand on va à Djerba, à 20h, on n'a presque plus personne dans les rues. Tout est fermé. Vraiment. Là-dessus, je pense que le peuple a pris conscience de la gravité de la situation. Alors, sachant que politiquement, ça a eu des conséquences, puisque tu m'as dit que le ministre de la Santé a été limogé il y a 2 jours. Absolument, absolument. Il y a eu un limogeage, le limogeage du ministre de la Santé, là, il y a 2 jours, donc qui a été remplacé par un proche du gouvernement. Donc voilà, effectivement. D'accord. Donc, mais moi, je pense, alors sincèrement, je pense que la situation ne va pas aller en s'arrangeant.
Là, on parle parce que là, je parle du gouvernement. Sur la crise économique, pour répondre à ta question, Christophe, il va y avoir une grosse répercussion sur la crise économique et la Tunisie va en subir on va dire une grosse conséquence. C'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure de savoir si on devait y aller ou pas, moi je sais que j'ai un de mes frangins qui doit venir la semaine prochaine, il fait tout pour venir. Mais même même pour le pays, on a besoin que l'économie soit développée dans le pays. Parce que vous imaginez, sans touristes, déjà c'est la première des choses. Ce qui nous a sauvé la Tunisie quand elle a été en crise économique, c'est qu'on avait l'Algérie qui était ouverte. Ouais. Et on avait 1 million d'Algériens qui s'étaient déplacés en Tunisie. Là, on n'a plus personne. Toutes les frontières sont fermées. Exact. On est face à une crise, on va dire. Il y a les Libyens qui viennent un peu, mais ça suffit pas. Ouais, ça suffit pas les Libyens, exact. Alors, dites-nous, vous pouvez nous appeler principalement, ceux qui avaient prévu d'aller en Tunisie ou ceux qui vont y aller au 01 40 33 9000 au vu de la situation dramatique. Il faut pas mentir aux gens, il faut leur dire la vérité avant de partir. Voilà, il faut être conscient de ce qui se passe. Sur place, on n'est pas là pour en faire trop, on est très factuel, c'est-à-dire avec Nasser Lajili sur place, et rien de mieux que d'avoir quelqu'un sur place pour nous relater un petit peu la situation. On n'est pas là pour faire du sensationnalisme, ça nous intéresse pas, mais juste que les gens soient au courant, soient prévenus de ce qui se passe réellement là-bas, de quelle manière ça se passe, comme ça vous y allez, je vais dire, en parfaite conscience des choses, si toutefois vous souhaitez vous y rendre, et c'est votre droit, et libre, c'est loin de nous l'envie de vous dissuader d'y aller, ou peut-être de vous inviter à y aller, ni l'un ni l'autre, parce que voilà, chacun doit faire les choses en leur conscience. Et les opérateurs, alors est-ce qu'il y a beaucoup de touristes par exemple, Nasser, en ce moment? Alors, moi j'en vois pas du tout, donc j'en vois très peu, et le peu de touristes que je vois, c'est des Français, voilà, qui sont, on va dire, qui sont là depuis peut-être 3-4 semaines, et qui comptent passer leurs vacances, on va dire, en Tunisie. Ouais. Mais après, ils profitent parce que les prix ont complètement chuté. Il faut savoir qu'on a des hôtels, il y a des promos de partout. Donc là, il y a eu des annulations de dernière minute. Donc tout le monde, dans tous les hôtels, on regardait la dernière fois avec mon épouse pour voir s'il y avait des hôtels, mais on a vu que les tarifs étaient complètement, on va dire, très hallucinant. bas. Ouais. Avec... En même temps, Nasser, faut être honnête. Après nous ici en France, avoir subi toutes les restrictions, etc., les couvre-feux, tout ça, partir dans un pays de la Tunisie qui nous offre de nouveau ces restrictions, ça donne pas franchement envie pour le tourisme. Faut être honnête. Alors, franchement, oui, effectivement, dans les hôtels, je ne pense pas que les règles sanitaires soient respectées. Moi, je suis dans un hôtel, on va dire franchement, sincèrement, les règles sanitaires ne sont pas respectées. Pourquoi? Parce qu'ils veulent chuchoter, entre guillemets, les touristes qui sont présents, pour éviter que la répercussion de la crise sanitaire dans le pays ne soit pas répercutée dans l'hôtel. Bien sûr. Je trouve que c'est une erreur, mais c'est une erreur. Et puis, parce que faut qu'ils prennent conscience que derrière, on risque d'avoir une contamination de l'ensemble des gens qui sont dans l'hôtel. Donc effectivement, moi avec ma femme et mes enfants, on fait très attention. On essaye même quand on va dire manger ou dîner en bas de l'hôtel, la première des choses, c'est qu'on prend une cuillère, on garde cette cuillère pour faire notre service nous-mêmes. Ouais. Pour éviter qu'on touche. Oui. Vous vous rendez compte dans quelle psychose on est tombé quand même. Mais en même temps, c'est. Alors, on a appris, Philippe, l'apparition d'un nouveau variant du Pérou, apparemment, et celui-là, il sera encore beaucoup plus contagieux que le Delta, et surtout, il serait résistant à certains vaccins. Bon, Philippe, on n'en a pas terminé avec ces merdes. Je crois que c'est vraiment une situation très compliquée. Très compliquée dans le sens où il aurait fallu reconfiner, tu vois, en cette période hivernale. Je me rappelle au mois de février, il aurait dû mars refaire la même chose qu'on avait fait l'année dernière. Je sais que ça peut être compliqué pour l'économie, mais on était à 170 milliards alors que le confinement nous a coûté que 20 milliards. Donc je crois que la réalité était là. Il y a une erreur totale de tous les gouvernements qui veulent allier santé et prospérité économique. La prospérité économique, tu peux la mettre en stand-by et la reprendre après. Les dettes, ça s'efface lorsque le FMI le décide ou le gouvernement le décide. C'est quelque chose qui s'efface. Il manque de courage politique. Et à défaut de courage politique, on peut y avoir encore des centaines de milliers de morts, ne serait-ce qu'en Europe. Et le plus inquiétant, effectivement, c'est nous dire que certains variants pourraient résister au vaccin qu'on nous a présenté comme ultra efficace. Moi, j'ai eu mes 2 doses, donc voilà. On a vu dans quel état ça t'a mis. Non, mais ça n'a rien à voir. J'ai fait 2 ans de campagne électorale et le relâchement, il est ultra violent. J'ai plus 20 ans. Oui. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça.
impatient de connaître les résultats. Parce que Sanofi ont sorti une étude disant que leur procédé était ultra fiable. Oui, ils en sont au test 2. Voilà, au test 2, et donc je pense qu'ils prennent en compte les nouvelles formes, les nouvelles souches de variants. Donc je suis impatient que ça s'accélère. Il y a des choix qui ont été faits, et celui de soutenir la recherche et les scientifiques français a été complètement abandonné depuis de nombreuses années, et renforcé l'abandon. Et ça, c'est pas un sentiment par ce gouvernement. Voilà, je demeure inquiet, mais je pense qu'à la rentrée, ça va être chaud. Alors, Gabriel Attal, pardon, le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres ce midi a été absolument alarmiste en disant que la situation explose aussi sur Paris. Au niveau du variant Delta, que la situation aussi est un peu plus dramatique dans les Landes, dans quelques départements. D'ailleurs, il y a une carte qui est disponible et on voit l'impact, et ça a fortement augmenté en une semaine. Et le gouvernement qui nous sort la carte d'éventuellement de prendre de nouvelles mesures d'ici fin juillet. Nous parlons de l'arrivée d'une 4e vague. Non, mais alors, je ne vous cache pas qu'il va y avoir un problème qui va se poser, Audrey, Besma, Nasser et Philippe. C'est avec toutes les personnes qui, comme nous, enfin moi, Philippe, Nasser, Audrey, je sais pas Audrey d'ailleurs, avons pris le risque de se faire vacciner. Je parle de risque, pardon, parce qu'il n'y a pas vraiment de recul, donc je parle de risque. Si demain on nous annonce des nouvelles restrictions, personnellement, je serais le premier à dire non. Je m'opposerai à toute restriction, parce que sous prétexte que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, et c'est leur choix, nous feront prendre le risque, j'allais dire, de nouvelles restrictions, je refuse totalement. Alors, et on va assister à une espèce de scission de la société. Alors il y en a qui veulent pas se faire vacciner, il y en a qui ne peuvent pas se faire vacciner. Oui, d'accord, mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est celles qui veulent pas se faire vacciner. Il y a deux choses. Alors déjà, par rapport à cette 4e vague, moi, à mon sens, je pense que c'est un effet de communication pour pousser les gens à se vacciner, mais à la limite, ça n'engage que moi. En ce qui concerne les gens qui sont touchés, il est dit que ça concerne des jeunes entre 19 et 39 ans. Pourquoi ? Parce que ce sont ces jeunes-là qui n'ont pas été enclins à se vacciner. En fin de compte, quand on regarde les chiffres, c'est à peu près 10 personnes qui sont admises en réanimation tous les jours, 1000 par jour. Je dis pas que c'est rien, mais ça, c'est en cas sévère. Les médecins expliquent ce phénomène par rapport au fait que, justement, ils n'ont pas été vaccinés et que, donc, c'est pour cela qu'ils sont en état sévère. Sauf que, et ça, faut bien en avoir conscience, il y a un certain nombre de personnes qui décident de partir en vacances là, maintenant. Vous allez comprendre pourquoi, parce que il est prévu que le Delta arrive en Europe à peu près vers le mois d'août. Donc, je voulais rebondir sur ce que disait Nasser. Il a vu des touristes français, mais à mon avis, ils vont vite fait de rentrer en France pour le mois d'août. Mais je referme la parenthèse. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui doivent partir en Serbie, Croatie, tous les pays Quelle idée. Oui, non, mais ce sont des pays qui ne font pas partie de l'Europe. Et en l'occurrence, eh bien, il y a certaines personnes la Croatie, si, elle fait partie de l'Europe. Ah oui, pardon. Non, mais oui, mais là, en l'occurrence, c'était l'Union européenne. Voilà. Et là, je parlais de la. Voilà, pardon. Géographiquement, elle est bien en Europe. Oui, elle est bien en Europe. Hein, oui, on est d'accord. Pardon, en tout cas, un certain nombre de personnes qui se sont vaccinées ont quand même dû faire, parce que c'est seuls les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, c'est nécessaire de faire un test PCR. Ça dépend lesquels, non, ça dépend. En tout cas, ça dépend lesquels. Ça dépend où tu vas. C'est vraiment très disparate selon les pays où tu te rends. Je vais quand même au bout de mon raisonnement, tu vas comprendre. Ces gens-là, eux, par contre, ont été vaccinés, ils ont fait leur test PCR parce qu'on leur a imposé et ils se sont retrouvés positifs. Donc il faut savoir que même en étant vacciné, on peut être positif. Bien sûr, voilà. Ça ils l'ont pas caché. Karim est avec nous depuis Marseille. Salut mon Karim. Oui, bonjour. Bonjour, baisse ta radio Karim s'il te plaît. Merci beaucoup. De suite. Karim, tu veux partir en Tunisie ou pas Karim? Karim, tu veux partir en Tunisie? Ah non, je pars pas en Tunisie, non. Ah bon, pourquoi? Trop de malades, trop de problèmes.
Il a tout ce qu'il faut à Marseille. Toujours un virus nouveau. Ça y est. Oui. Qu'est-ce qui se passe, mon Karim? On t'écoute. Eh ben, moi, je dis, on comprend plus rien avec les vaccins. Il y en a qui nous disent qu'ils sont efficaces, il y en a qui nous disent que c'est pas bon. Il y en a qui nous disent le Pfizer il est efficace, l'autre il est pas bon. Alors, comment faire? Que faire? Voilà. On n'a jamais rien compris au fin de On compte. n'a jamais rien compris. Bah écoute, je pense que comme moi et comme Philippe, comme Nasser, après voilà, c'est un espèce de chantage auquel on assiste. Si vous vaccinez pas, vous n'allez pas pouvoir faire certaines choses. Exact. Et pour être tranquille, personnellement, j'ai fait le choix pour une seule et unique raison, c'est pouvoir voyager Mais moi, c'est en toute pareil. tranquillité. Je me suis c'est fait vacciner. Après- Maintenant, je sais pas. Voilà, Nasser. Alors moi, je vais juste réagir par rapport à ce qui se dit là. Il faut savoir que là, on va se retrouver avec on va dire, la pandémie n'est pas prête de s'arrêter. On a bien compris que Ça, on a bien le compris, Covid, il faudra vivre avec. Oui. Il faudra vivre avec. Hein. On a beau dire ce qu'on veut. Mais vous vous imaginez de demander à des gens de ne pas partir en vacances, de ne rien faire, d'attendre que le Covid disparaisse, mais ils vont devenir dingues. C'est Moi, je clair. vous dis la vérité. J'ai quitté le territoire français. Je me sens beaucoup mieux quand je vois la plage, quand je vois le soleil, quand je vois la famille, quand je vois tout ça. Je vous assure que ça fait un bien de dingue, de fou. Donc là, on se retrouve dans une situation où les gens vont se retrouver encore à reculer leurs vacances ou annuler leurs vacances. Ils vont rester dans on va dire, dans une logique de dire, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on n'est pas parti en vacances et on va se retrouver en galère. Et Non, le- et puis je- c'est- et puis c'est surtout que pour beaucoup, en De tout cas je peur. parle pour la Tunisie, hein, c'est même pas qu'ils sont pas partis en vacances, c'est qu'ils sont pas rentrés chez eux. C'est clair. Donc c'est Voilà. c'est très compliqué d'attendre plus qu'une année, c'est très compliqué. Ouais. Et moi, juste j'ai envie de faire une petite précision par rapport à ce qu'a dit l'auditeur. Il a dit on n'y comprend plus rien, on a du mal Oui. à suivre. Moi, j'invite les auditeurs vraiment à aller sur le site de l'ANSM. C'est l'Agence nationale de sécurité du médicament. C'est assez accessible, hein, c'est écrit de manière très simple. Si vous voulez avoir des informations sur sur les différents vaccins, sur les différents chiffres, sur les différents effets indésirables, vraiment n'hésitez pas à aller sur ce site parce qu'il y a les rapports qui sont publiés. Tout le monde ne le sait pas, mais il y a une agence qui est là pour veiller justement à la bonne application, à la bonne mise sur le marché des vaccins et qui est là pour récupérer tous les effets indésirables et aussi les indiquer. Donc voilà, le site est là pour ça. N'hésitez pas à aller consulter site ce s'appelle site. C'est l'ANSM. ANSM, très bien. Oui. Alors bougez pas, on se fait la pub et on remercie notre ami Karim de Marseille. Donc ANSM, va voir sur le site mon Karim. Hein. Je t'embrasse, mon Merci Marseillais. beaucoup, bonne continuation. Merci à toi. Merci beaucoup. Dans un instant, Nasser, on va juste rappeler les informations utiles et puis on va te libérer parce que quand même la plage t'appelle et on peut te comprendre évidemment, ce qui est logique. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Une belle ambiance aujourd'hui, ce mercredi avec Audrey Pronosti, avec Maître Maghrebi, avec Nasser Lajili depuis Hammamet, Philippe Boyaki depuis... J'arrive pas à retenir où t'es d'ailleurs, mon Philippe, côté de Toulon, hein, c'est ça? À la Seigne-sur-Mer. À la Seigne, ça saigne. Comme tous les mercredis, bonne ambiance. Alors, Nasser, avant de te... Ah bon. Ah, t'as la piscine? Ah, je suis au port de... T'entends pas les signaux? Non, j'entends pas. Ah bah, Oh, la je suis au chance. bord de la piscine avec plein de mômes en train de galoper, d'hurler et de... Nous, on est à Paris. Super. Cogné. Bah nous on est à Paris, on est à la Seine, mais ça donne pas franchement envie d'y aller. Alors Nasser, on va rappeler les informations utiles pour les Tunisiens, puisqu'on a parlé de la Tunisie, évidemment de la situation catastrophique. Rappelle-nous donc, c'est important que tout le monde le sache au moins, toutes les nouvelles restrictions qui sont entrées en vigueur. Peut-être qu'il y en aura d'autres d'ailleurs qui vont entrer dans les tout prochains jours au vu de la situation. On le rappelle, hein, dramatique, inquiétante, Eh ben, qui règne en ce moment en Tunisie. Nasser. Christophe, excuse-moi, j'ai une question de Samia justement à poser à Nasser. Peut-être qu'il peut nous répondre. De quelle manière peut-on aider? Car il semblerait qu'il y a un manque considérable de matériel médical, dont l'oxygène. Il en a parlé tout à l'heure. Oui. Comment on peut aider éventuellement s'il le sait? Franchement, j'ai aucune information là-dessus. Ouais, J'ai pas envie de donner des informations erronées. ouais. Je sais que certains maires de communes ont lancé des cagnottes. Oui, il y a eu Donc une ça association fait- même en France. Il y a Voilà, l'association des- Inaya. voilà, des cagnottes, des associations aussi franco-tunisiennes qui ont décidé de lancer une campagne de solidarité pour le peuple tunisien Ouais. et pour, on va dire surtout aussi, on va dire les structures tunisiennes parce qu'ils se retrouvent en difficulté. Après, bon, sur la question qu'il m'avait posée Christophe, de savoir quelles sont les mesures aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la Tunisie est face à un couvre-feu qui va être mis en place, excusez-moi, depuis un moment de 20h jusqu'à 5h du matin. Mhm. Le confinement général dans tout le pays à partir du week-end prochain.
Et bien évidemment, certains gouvernants, certains gouvernorats et certaines villes ont été complètement confinés pour des mesures, voilà, parce que soit il y a eu énormément de contaminés, ou soit il y a eu énormément de décès suite au Covid. Donc voilà, toutes ces informations. Après, moi, sincèrement, je vous le dis, parce que c'est pour aider le peuple tunisien et la Tunisie, j'invite tous les franco-tunisiens qui avaient l'intention de venir en Tunisie de s'y rendre cet été, parce qu'il est important d'accompagner et de soutenir le peuple tunisien face à la situation actuelle. Ouais, mais comment on fait? Parce qu'il faut des motifs impérieux quand même, Nasser, pour s'y rendre. Bien sûr. Bah après, moi je sais qu'il y en a beaucoup. Je ne crois pas quand tu as la double nationalité. Hein. Ah oui, quand tu as la double nationalité, non? Je suis pas certaine, ouais. Alors, pour toutes les personnes qui ont la nationalité tunisienne, n'est pas obligé d'avoir un motif impérieux. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est important. Voilà, c'est important de le rappeler. Ouais. D'accord. Donc les Après, peut-être que dans les nouvelles restrictions, j'ai pas regardé en détail là-dessus s'ils demandent un justificatif impérieux depuis là cette semaine. Donc je vais pas me lancer sur cette information que je n'ai pas. Mais voilà, moi j'invite les Franco-Tunisiens à s'y rendre. Le peuple a besoin de vous. Le peuple a besoin d'avoir des Franco-Tunisiens et même des Tunisiens qui viennent des autres pays pour les aider économiquement, parce on voit les commerçants aujourd'hui qui sont en train de souffrir. On voit le peuple aujourd'hui qui est dans l'impasse et qui savent pas comment remonter cette situation, parce que on constate, moi je le vois, même dans les marchés, on voit qu'il y en a beaucoup qui ont lâché leur poste, leur stand, alors qu'habituellement le marché est bondé. Donc après, est-ce que c'est des restrictions qui ont été imposées par la ville, ou est-ce que c'est des gens tout simplement qui ont décidé de ne pas prendre de risques et de rester chez eux pour éviter d'attraper le Covid? Voilà. Bah écoute, merci. Merci mon Nasser en tout cas, et on prendra de tes nouvelles la semaine prochaine si tu le veux bien. Voilà. En tout cas, merci mon Nasser, merci beaucoup. Je t'embrasse. Profite bien de tes vacances et puis profite bien de ta famille, c'est l'occasion en tout cas. Et puis à très très vite mon Nasser. Prenez soin de vous, ciao. Merci beaucoup. Toi aussi, Nasser. Voilà, Nasser Lajili qui se trouve donc du côté de Hammamet, qui nous décrit la situation en Tunisie. Alors, pour être très clair avec les gens qui souhaitent partir, d'ailleurs en Tunisie ou ailleurs, il faut impérativement, Besma, avant de partir, aller consulter le site France Diplomatie. Oui. Il y a toutes les informations nécessaires pour les règles en mesure dans le pays dans lequel vous souhaitez vous rendre. C'est ça, exactement. Bon, il est pas vraiment à jour au jour le jour, parce que là, j'ai regardé tout à l'heure concernant la Tunisie, on est sur une mise à jour au 1er juillet, mais il faut y aller. On a quand même les éléments les plus importants. Ça t'inquiète, Besma, cette situation en Tunisie? Ah oui. Ouais. Moi, en fait, j'étais pas inquiète tant qu'on n'avait pas atteint le taux de 100% d'occupation de lit. C'est ça qui m'inquiète. Parce que tant qu'on peut soigner et qu'on peut maîtriser, bon... le virus circule, c'est un peu partout pareil. Mais là, le fait de savoir qu'il n'y a plus de lits pour pouvoir soigner les malades, oui, ça m'inquiète énormément. Je vais poser la question, et pardonnez-moi par avance, mais est-ce que le fait d'être un pays comme la Tunisie, mais aussi le Maroc, soumis au tourisme, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin du tourisme pour l'économie, est-ce que ça aussi, quelque part, c'est pas une arme à double tranchant? C'est-à-dire que on a dû réouvrir assez rapidement et peut-être maladroitement, je sais pas, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une telle situation. On prend le pays voisin, par exemple l'Algérie, où beaucoup s'offusquent de ne pas pouvoir y aller, mais l'Algérie qui a été un peu plus prudente et qui n'a pas besoin de touristes, on le sait. Voilà, ils sont moins dépendants du tourisme. La situation, on le voit, elle est quand même beaucoup moins dramatique, même si les chiffres commencent à remonter malgré la réouverture partielle des frontières, la difficulté pour y aller. On sent que l'Algérie protège sa population aussi. Besma, non, c'est pas le fait d'avoir trop réouvert d'un coup, justement parce que effectivement la Tunisie a besoin de ce tourisme, c'est évident. J'ai envie de te dire, ça fait pas longtemps qu'ils ont réouvert. Hein. Oui, ça fait peut-être pas longtemps, mais est-ce qu'ils ont rouvert trop d'un seul coup, peut-être? Tu peux pas ouvrir trop d'un coup ou pas. Enfin, c'est soit tu ouvres pas. C'est compliqué d'ouvrir à moitié. Mais non, ce qui, à mon avis, l'erreur qui a été commise, c'est bon. Après, ça c'est quand on est pour la vaccination, c'est que à mon avis, la politique de vaccination aurait dû être beaucoup plus rapide. Ils auraient dû vacciner plus avant de réouvrir. Fallait-il en avoir des vaccins aussi? Et moi j'ai plus l'impression que la question elle est orientée dans le sens où est-ce qu'ils ont ouvert trop vite, dans le sens ils ont réouvert pour que les touristes puissent venir soit au Maroc, soit en Tunisie. Ils ont réouvert pour le tourisme de toute façon. Voilà, ça, c'est certain. Moi, c'est comme ça que je l'avais compris. Ça c'est sûr. Mais après, est-ce qu'ils ont eu la possibilité, parce que quand tu dis
voilà, ils auraient peut-être dû s'occuper du problème beaucoup plus en amont. Est-ce qu'ils en ont eu la possibilité aussi, c'est ça? Bah, c'est ce qu'on reproche au gouvernement aujourd'hui. Voilà. C'est qu'il aurait dû s'organiser et se donner les moyens de réussir à mener une politique de vaccination qui soit beaucoup plus efficace avant de réouvrir. Maintenant, ils ont réouvert pour le tourisme, mais en même temps, il y a quand même des mesures de sécurité qui sont mises en place. On ne va pas en Tunisie comme ça. Il faut qu'il y ait le vaccin ou le test. Il fallait un test de moins de 72 heures. Au moment où on arrive... Maintenant, c'est 48 heures. Bon, sur le site, c'est pas encore mis à jour, mais... c'est ce que nous disait Nasser. Oui, mais pareil. Oui. Voilà, faut qu'il y ait le test. Il y a le couvre-feu qui est quand même appliqué sur le territoire. Il y a normalement les gestes barrières à respecter. En fait, moi, j'ai presque envie de dire, en réalité, qu'on applique les restrictions Covid à Paris ou qu'on les applique à Djerba, c'est pareil tant qu'on les applique et qu'on les respecte. C'est juste qu'on est dans certaines situations face à des personnes qui n'ont pas spécialement envie de les respecter. Et là, le risque qu'ils soient ici ou là-bas, c'est il y a peut-être plus presque... de cas aussi, tu vois. Non, en termes de cas, il n'y a pas plus de cas qu'ici. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de pouvoir soigner les cas graves. Si, au rapport avec la population. Oui, le rapport population, il est beau. C'est le plus élevé d'Afrique. Bah, voilà. Et moi, je me pose aussi la question par rapport au Maroc, parce qu'à un moment donné, les billets d'avion étaient extrêmement bas. Donc forcément, je suppose... Alors ça, pardon, juste une petite parenthèse. Oui. Effectivement, alors ça a été Après, le cas pendant plusieurs jours. Monté, le problème, c'est que les sites étaient inaccessibles et très peu de gens ont pu bénéficier de la baisse tarifaire. Ça a été un gros coup de com'. Et finalement, aujourd'hui, un auditeur nous disait hier avoir payé un billet 550 € pour aller à Casablanca. Donc c'est comme d'habitude, ça a été un gros coup de com' finalement. Bon, bah alors donc du coup, ça n'aura pas d'incidence sur un afflux. Si, parce que tous les avions pour le Maroc sont pleins, donc ça a marché. Et les gens qui n'ont pas pu avoir la promo ont quand même, acheté le billet à des prix parfois exorbitants pour se rendre au Maroc. Donc voilà, ça a marché. Donc ils les ont pris quand même, parce que moi je sais pas, si je vois que le prix il est pas annoncé, je le prends pas. Mais tu sais quoique. C'est vrai que quand on se fait l'idée, quand on veut partir, oui, voilà, non, c'est mais ça. c'est Et on ça. comprend, encore une fois, il s'agit pas de juger les gens, et on le fera pas ici en tout cas, parce qu'on peut tout à fait comprendre que les gens aient besoin de revoir sa famille, c'est logique. Mais exactement, ce qu'a dit Nasser tout à l'heure, c'est totalement vrai. À un moment donné, on sort, et encore, non, on peut même pas dire qu'on sort d'une pandémie, on est encore en plein dedans, on sait pas où on va. Forcément, les gens, ils ont envie de respirer, quoi. Alors, je vais demander à Philippe, qui se trouve sur une base de loisirs du côté de la Seigne-sur-Mer. Est-ce que les gens respectent les gestes barrières, ou est-ce que t'as l'impression que le Covid est encore là ou pas, mon Philippe, là-bas? Ah non, absolument pas. J'ai pas du tout l'impression que le Covid est là. Quand on rentre dans les magasins, effectivement, on porte le masque, dehors, au bord de la piscine ou à la plage. Moi, ce matin, j'ai levé très tôt et j'ai emmené mes enfants à 7 heures au bord de plage pour marcher, pour respirer l'iode, pour voir ce paysage magnifique d'un lever de soleil et leur faire prendre conscience qu'on avait une planète juste extraordinaire, qui a été belle, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de planète B. Et donc, par conséquent, si on ne prend pas soin de notre planète, ça va pas être terrible pour nous. Voilà, j'essaie de les éduquer à l'écologie populaire de manière ludique, sans les forcer à quoi que ce soit, mais en leur donnant la possibilité de voir autre chose que qu'on veut nous imposer. En tout cas, au bord de la piscine, là aussi, moi je suis dans un centre de vacances il y a des enfants qui jouent ensemble, personne ne porte de masque, mais nous sommes éloignés les uns des autres pour des transats. Dans la piscine, c'est un petit peu plus compliqué d'être éloigné. Oui, c'est clair. Il n'y a pas grand monde. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde d'arriver, oui, pour l'instant. Ouais. Et dès la semaine prochaine, apparemment, ça arrive, plein, oui, ça va être certainement plein. D'ailleurs, toutes les locations ont été quasiment pris d'assaut dans le sud de la France. Ouais. Ça va être très compliqué là aussi de trouver une location pour les retardataires comme moi, par exemple. Alors, on a un auditeur qui est avec nous. Comment il s'appelle d'ailleurs? Prénom? Allô? Bon, il était avec nous en tout cas. Qui nous rappelle 01 40 33 9000, l'occasion de changer de sujet, mais finalement d'y rester un petit peu. Ouais. On va parler d'un document qui émane du ministère de la Santé, qui réfléchit à la rentrée à de rendre obligatoire la vaccination pour les collégiens et les lycéens. C'est un véritable enjeu de la rentrée que s'est fixé le gouvernement. On va se poser la question ensemble, est-ce que c'est une bonne chose que de vouloir forcer, de vouloir rendre obligatoire, sachant qu'il y a déjà des vaccins obligatoires à l'école, il y en a à peu près 11 je crois. Ils ont déjà commencé. Voilà, alors est-ce que Besma Maghrebi,
est-ce que le fait de rendre obligatoire, de vacciner les enfants, on parle bien des collégiens et des lycéens, donc à partir de 11 ans, de vacciner les enfants pour aller à l'école, les rendre obligatoires, est-ce que c'est une chose qui te paraît nécessaire, logique, compréhensible? Compréhensible, logique, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Est-ce que je l'accepte? Je dirais que non, pas en l'état actuel, tant qu'on n'est pas face à un vaccin sûr. Dans le sens où on est encore dans une phase d'essai et qu'on n'a pas encore les garanties qu'il n'y aura pas d'effet catastrophe. Donc tant qu'on n'a pas la certitude qu'il n'y aura pas d'effet catastrophe avec ce vaccin, pour moi, il ne faut pas le rendre obligatoire au niveau des établissements, enfin des élèves. Il faut attendre d'avoir pour plus les soignants, de par exemple, Esma. Il faut attendre d'avoir plus de sécurité. Pour les soignants, pour moi, pour les soignants, c'est différent parce que là, on est face à, c'est des adultes, donc c'est pas pareil. C'est pas pareil ici, c'est pareil en réalité. Pour moi, on peut pas rendre le vaccin obligatoire tant qu'on n'a pas la garantie qu'il n'est pas dangereux. Ouais. C'est pas possible. Il y a quand même plus d'1 milliard de personnes qui se sont fait vacciner. A priori, il n'y a pas de mortalité, il n'y a rien de grave. Pour l'instant. Pour l'instant, oui, bien sûr. Pour l'instant, mais ouais. Tu sais, les scandales, des scandales avec le vaccin, il y en a eu plein. Ça sera pas le premier. Pas la même réactivité. Voilà. Et puis, généralement, si au niveau des essais thérapeutiques, on laisse du temps, c'est pas pour rien. Donc là, on est dans l'urgence, on n'a pas d'année de recul encore. Sanofi est un bel exemple parce que effectivement, ils sont en train de déployer un vaccin qui ne sera pas commercialisé avant décembre minimum, et ils sont seulement à la phase 2. Et tu nous disais d'ailleurs ici même la semaine dernière que sur certains vaccins, on va pas les nommer, on est passé de la phase 2 à la phase 4. Il faut 4 phases pour commercialiser un vaccin. C'est ça. En fait, il y a 3 phases. Il y a 3 phases. La première où on commence à mettre en place, la deuxième on fait des recherches sur un petit nombre, la troisième où on commence à faire des recherches sur un grand nombre. À partir de la troisième, une fois qu'on a fini cette phase-là, on demande l'autorisation de mise sur le marché. Dès qu'on obtient l'autorisation de mise sur le marché, c'est là où tu as la phase 4 qui commence, c'est-à-dire la phase sur le grand nombre, sur toute la population, quasiment. Et là, nous, en fait, ce qu'ils ont fait avec le vaccin, c'est qu'ils ont complètement effacé la phase 3. Ils sont passés de la phase 2 à la phase 4 en donnant une autorisation de mise sur le marché sans la phase 3. Donc moi, je ne peux pas concevoir qu'on rende obligatoire un vaccin à l'égard de soignants ou à l'égard d'enfants sans avoir déjà de base respecté le protocole habituel de mise sur le marché d'un médicament. C'est pas possible. Est-ce que tu peux me confirmer aussi, alors un autre truc qui est sorti la semaine dernière qui a fait beaucoup de bruit aussi sur les réseaux sociaux, personnellement, je n'ai pas eu à le signer, ce fameux papier, un papier que tu signes quand tu vas te faire vacciner, qui décharge tous les fabricants des vaccins de toute responsabilité ou d'éventuelles conséquences dues au vaccin. Ah ouais, moi non plus, j'ai pas essayé. Alors oui, moi non plus. Enfin, moi je me suis pas fait vacciner encore, mais les personnes que j'ai accompagnées n'ont pas eu à le signer, mais je ne serais pas surprise que certaines aient eu à le signer parce qu'on est encore sur une phase d'essai. Et voilà. C'est le document qu'on signe habituellement quand on est dans une phase d'essai. Parce que et c'est pour ça qu'en même temps, c'est totalement contradictoire parce qu'on ne peut pas tester un médicament et en même temps le rendre obligatoire. C'est soit la personne accepte parce qu'on est sur le principe du consentement. La personne, elle doit consentir et pour consentir, elle doit avoir une information claire, loyale et appropriée. Et elle doit donner un consentement libre et éclairé. Et son consentement ne peut pas être éclairé si elle n'est pas informée. Donc, c'est pas possible de lui imposer quelque chose, c'est-à-dire de lui imposer un vaccin qui est en phase d'essai, alors que de base, déjà, on doit recueillir son consentement pour l'essayer sur elle. Ouais. On est avec Anis au téléphone 01 40 33 9000. Salut Anis. Oui, bonjour Christophe, comment allez-vous? Ça va mon Anis, très bien mon Anis. Bonjour. Bonjour, écoutez, je passe le bonjour à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, c'est l'essentiel. Oui. Écoutez, moi je pense, Christophe, contrairement à ce que vous disiez, mais bon, je pense que vous êtes peut-être mal informé, mais il y a beaucoup de cas d'effets secondaires qui sont déclarés un petit peu partout, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et même en France. Même en France, il faut aller sur le site de la NSM. Non, mais attends, Anis, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'effets secondaires, j'ai dit qu'il n'y avait pas de mortalité. Non, je regrette. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Il y a eu même des mortalités liées avec une forte suspicion liée à ce vaccin. Voilà, forte suspicion, tu l'as dit Anis. Donc voilà, oui, c'est forte suspicion. Oui. Mais on n'a pas dit le contraire. Non, mais Christophe, je vois pas quel est l'intérêt de valider systématiquement la narration officielle. Je veux dire, oui, effectivement. Non, mais je vois pas l'intérêt aussi de valider, par exemple, toute la thèse complotiste qui circule aussi, Anis. Pardon, non, mais vous savez, Christophe, depuis le départ de cette narration, il y a eu, à chaque fois que les gens
qui réfléchissent par eux-mêmes ont dit quelque chose. Ils étaient qualifiés de complotistes jusqu'à ce que ce soit devenu une réalité. Que oui, ce mais soit le problème, c'est que... oui, mais Anis, pardon, mais ni vous ni moi avons les éléments pour dire ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Donc, je ne sais pas ce qui est vrai, Christophe, mais par contre, je sais ce qui est exact. N'est-ce pas? Écoutez, vous avez de la chance alors. Je ne sais... Non, oui, tout à fait. Alors, j'essaye de répondre à vos arguments. Je ne sais pas ce qui est vrai, mais par contre, je sais ce qui est exact. Et ce qui est exact, c'est que tous les arguments qui ont été donnés depuis le début de cette narration concernant le pass sanitaire, concernant la vaccination obligatoire, concernant les effets secondaires, concernant le fait que les labos pharmaceutiques dont Pfizer se sont désengagés de leurs responsabilités vis-à-vis des États. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue juridique, et là je parle en tant que juriste, les États, n'est-ce pas, ne peuvent pas imposer de façon unilatérale l'obligation vaccinale. C'est la raison pour laquelle ils sont dans une stratégie de contournement systématique, n'est-ce pas? Oui, on est d'accord. Ils peuvent le rendre obligatoire à l'égard des soignants. Pardon? À l'égard des soignants, c'est possible de le rendre obligatoire. Alors, sous certaines conditions, je ne suis pas spécialiste de droit de la santé. C'est toujours sous certaines conditions, de toute façon. Alors, sous certaines conditions. Alors, effectivement, aujourd'hui, je pense que le vent est en train de tourner. Je pense qu'on va assister à un retournement de tendance. Ce sont des gens qui veulent certainement pas le bien de la population. Et je pense qu'il va y avoir un retournement de situation. Et tous ces gens qui ont collaboré, que ce soit dans le cadre de leur communication médiatique, oubliant de signifier leur conflit d'intérêt, leur lien d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques, etc. Je pense que ils vont devoir rendre des comptes. Alors je ne suis pas pour la violence quelle qu'elle soit, mais je pense que le vent est en train de tourner, qu'on va assister à un retournement de situation, que l'info commence à remonter de plus en plus, qu'il y a une prise de conscience de la population, et maintenant qu'ils veulent s'attaquer à nos enfants. Je crois que là, il va y avoir une prise de conscience, en tout cas je le souhaite, je l'espère. En fait, c'est pas que l'information est en train de remonter de plus en plus, c'est que l'information, on l'a, elle est sur le site de la NSM, c'est juste que les gens ne savent pas qu'ils peuvent aller sur ce site pour consulter les chiffres, consulter les effets secondaires, et c'est juste que c'est un peu plus médiatisé, qu'on en parle un peu plus. Mais en réalité, les chiffres, on les a, les rapports tombent toutes les semaines. On en a même des fois tous les 3-4 jours qui tombent sur ce site-là. Et donc. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de Pfizer, vous constaterez que le protocole des décès concernant ce vaccin prend fin en 2022, minimum, en fin 2022. Donc là, ce sont des cobayes volontaires, malheureusement, sur le registre de la peur, qui vont se faire vacciner. Et il y a des effets secondaires qui ont été constatés. Il y a des effets secondaires qui ont été constatés, des morts liés à ce vaccin, des morts liés à ce vaccin. Oui, tout à fait. Et malheureusement, il y aura dans les mois ou dans les années à venir des effets liés à long terme des conséquences de cette vaccination. Alors j'espère me tromper, mais en tout état de cause, il y a des gens tout à fait autorisés qui commencent à tirer la sonnette d'alarme par rapport à cela. Anis, tu n'es pas vacciné, j'imagine. Non seulement je ne suis pas vacciné, et j'espère que toute la population. Alors, je pense que tant qu'il s'agit d'eux-mêmes, je crois qu'il y a pas mal de gens qui consentent à jouer le rôle de la victime consentante. Mais à partir du moment où on va s'en prendre à leur chérubin, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience, à commencer déjà par les soignants, Pas forcément. Moi, je trouve ça vraiment tout à fait étrange qu'on en arrive à donner des cadeaux, des récompenses pour aller se faire vacciner. Vous ne trouvez pas ça étrange? Aux États-Unis, alors ce n'est pas tellement dans la culture française, mais c'est très répandu là dans la oui, là, c'est le patriotisme qui vient là. On va donner de l'argent, on va donner des compensations, etc., dans le but de se faire vacciner. Alors bon, rien que cela devrait attirer la suspicion des gens et affûter leur sens critique. Alors moi, je dis aux gens. Moi, je ne dis pas aux gens faites ceci ou faites cela. Informez-vous, l'information est disponible, faites attention à votre santé. On n'a pas affaire à des gens qui veulent le bien de la population. Il y a des intérêts privés qui se sont emparés des leviers de l'État. Et aujourd'hui, malheureusement, ceux qui nous dirigent, ce ne sont que des représentants de ces intérêts extrêmement puissants. Donc, préservez-vous. Anis, tu pars en vacances ou pas à Nice? Ah ben écoutez Christophe, cette année, je pense que ça va être des petits week-ends par-ci par-là. Alors je fais très attention à ne pas me retrouver dans une situation délicate liée à mes déplacements.
Donc je crois que cette année, non, ça va être vraiment des petits week-ends hexagonaux. Merci Alice, merci beaucoup, voilà. À très bientôt. Merci. 01 40 33 9000, ça me fait flipper ce que je viens d'entendre là. Ouais, non mais moi c'est pas la première fois que j'entends ça. C'est pas la première fois que j'entends ça. Maintenant, encore une fois, on en revient entre guillemets au nerf de la guerre quand on a un travail et que on doit faire des déplacements ou alors on fait un métier qui nous oblige à être vaccinés. Exemple, moi en tant qu'enseignante, au mois de septembre, eh bien tous les enseignants doivent être vaccinés. Ah ouais, on travaille avec des enfants et eux, par contre, ils sont pas vaccinés. Donc moi, juste, je voudrais rebondir par rapport à la vaccination des jeunes. Moi, je suis pas du tout étonnée. Déjà, pour les personnes qui le savent pas, ça fait depuis le 15 juin, la vaccination est déjà ouverte aux adolescents, donc entre 12 et 17 ans. Déjà, plus de 13% sont vaccinés, à savoir 670 000 adolescents. Et ça, c'est en 15 jours. Donc, moi, je pense, au contraire, par rapport à ce que disait ce monsieur, oui, bien sûr que lorsqu'il est question de la progéniture, on y réfléchit à 2 fois, mais je suis convaincue que la plupart des gens qui se sont fait vacciner, pour la grande majorité, ce sont pas des gens qui l'ont fait par contrainte. Ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que c'était une bonne chose. J'ai parlé avec plusieurs personnes autour de moi et honnêtement, la plupart, ils y croient vraiment. Donc, si ils ont des enfants ou des petits-enfants, ils vont les encourager à faire de même. Maintenant, les petits, ceux qui sont en primaire, ils sont pas concernés. Maintenant, moi, par contre, je suis pas étonnée. Par contre, je pense que c'est pas forcément une bonne solution que les adolescents, on leur fasse faire cette vaccination parce que ils ont un masque. Les adultes sont vaccinés, donc à partir de là, je pense que si on garde le masque et les gestes barrières, voilà quoi. Maintenant, c'est vrai que je vais pas vous mentir, en fin d'année, c'était très compliqué. Même pour les enfants, ils en pouvaient plus. Il faisait super chaud dans les classes. Ils en pouvaient plus, quoi. Vraiment. Et on n'a pas le droit de mettre des ventilateurs, forcément, puisque ça favorise la propagation. Fallait appeler Bouriaki, t'as envoyé des ventilateurs. Non, mais oui. Oui. Oui, c'est le spécialiste VRP des ventilateurs. Après, j'entends ce que le monsieur a dit, mais je pense que la plupart des gens... J'aimerais qu'on écoute Abdel rapidement avant la pause. Bonsoir, Abdel. Oui, bonjour Christophe et bonjour mesdames. Bonjour Abdel. Moi j'ai écouté ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Moi j'ai deux remarques. La première, j'ai rencontré mon médecin dernièrement. Ouais. Je lui ai posé des questions très simples. Ouais. Je lui ai dit, je fais le vaccin, il se passe quoi que ce soit, est-ce que je peux me retourner contre vous? Ouais. Puisque c'est vous qui allez, en tant que professionnel, m'injecter ces vaccins-là. Il m'a dit, ah bah non, c'est pas moi qui suis responsable. Donc je lui ai dit, alors donc c'est l'État qui est responsable? Il m'a dit, bah non, c'est le fabricant du vaccin. Ouais, c'est le labo. Je lui ai dit, c'est le laboratoire. Sauf que, donc je lui dis, donc logiquement, je peux me retourner contre le laboratoire. Ah, c'est plus compliqué que ça. Bon, alors. Ah, moi je peux vous répondre. Tu vas répondre dans un instant, bouge pas. Ouais. Vas-y, Abdel. Deuxième question, deuxième remarque. Ouais, donc, deuxième remarque, quand on force les gens à se faire vacciner, c'est qu'il y a un vrai problème. Et pour moi, le problème, il n'est pas dans la vaccination, il est dans le fait que ce vaccin, pour moi, il a été, on n'a pas suffisamment de recul là-dessus. Et mon médecin, d'ailleurs, m'a dit qu'en général, qu'entre 10 et 15 ans, pour savoir précisément ce qu'il en est et quelles peuvent être les conséquences. Du coup, t'es vacciné ou pas, Abdel? À l'échelle globale. T'es vacciné ou pas, Abdel, du coup? Ah, du tout. Très bien. Du tout. Merci. À partir du moment, et moi je lui dis, vous savez, moi je suis dans le bâtiment, je suis ingénieur, donc moi quand je fais quelque chose, je le signe et je m'engage. Et j'engage ma responsabilité, ainsi que la responsabilité de mon... Alors, bouge pas, Abdel, écoute la radio, puisque Maître Maghrebi va nous expliquer dans un instant, justement, cette question très importante. Merci, mon Abdel, et ne bougez pas, on est de retour très vite sur France Maghreb 2 avec la réponse et les éclaircissements de Maître Maghrebi dans un instant. C'est le grand forum, les amis, avec Maître Maghrebi, avec Audrey Pronostic, avec Philippe Bouriaki aussi, qui est du côté de la Saline-sur-Mer, près de Toulon, en vacances. Voilà, notre Fifi, il a raison de décompresser après 2 ans de campagne. Là, il fallait décompresser, et puis il a été récompensé. Il est conseiller régional, vous le savez, de la région Île-de-France. Bravo. Alors, mais c'est pas moi qu'il faut féliciter, c'est les électeurs et les électrices
sont déplacés. Oui, mais c'est aussi toute l'énergie et l'énergie que tu as. Mais aurait-il voté pour toi si tu n'avais pas été convaincant? Moi j'ai voté Philippe. C'est ça la question. T'as voté quoi toi? Philippe. T'as voté Philippe toi? Moi j'ai voté Philippe aussi. Ah ouais? T'habites pas le Val-de-Marne, espèce de mytho. J'ai voté Philippe quand même. Regarde-moi ces mythos là, allez. Alors, sérieusement, Maître Maghrebi, l'auditeur précédent a voté. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Et la région Île-de-France, où tu habitais en Île-de-France. Donc dès qu'on habitait en Île-de-France, il était dans nos papiers. Ouais. Donc moi quand j'ai voté Philippe, j'ai vu son nom, j'ai dit je vote cette couleur. Bravo. Mais par contre, je vais bientôt vous solliciter, et ainsi que les auditeurs, parce qu'il y a une primaire des écologistes. Oui. Et vous savez que je soutiens un candidat qui s'appelle Yannick Jadot. Je crois très très fort en cet homme. Oui. Et je vous expliquerai le pourquoi du comment. Et d'ailleurs, il viendra à la radio. Mais j'ai vraiment besoin que toutes celles et tous ceux qui nous ont entendus, qui nous ont écoutés, qui ont cru en moi, et je sais que vous êtes nombreux, les auditeurs et les auditrices, à avoir fait cette démarche, qui ne voulaient pas voter, de vous inscrire à la primaire des écologistes. Ça coûte 2 €. Vous en avez il faut payer en plus. Bon, 2 €, ça va. Faut payer en plus. Ça va. C'est même pas le prix d'un café sur Paris. Ouais, mais bon. C'est le prix d'un café moi, sur je suis une pince, tu le sais. Mais moi. j'y Eh ben Marseille, c'est 1 € le café. 2 € pour sauver la France. C'est pas Ouais, cher. Pour sauver la planète même. Ça va. Alors, Hiver. question qui nous a été posée il y a quelques instants par un auditeur très importante, Besma, Maître Maghrebi, et là tu vas remettre ta casquette d'avocate, puisque l'auditeur a été voir son médecin, lui a dit voilà, est-ce que vous engagez votre responsabilité si vous me vaccinez en cas de conséquences graves derrière? Il a dit non. Est-ce que l'État, il a dit non. Est-ce que le fabricant, oui? Mais est-ce que réellement on peut attaquer le fabricant du vaccin si toutefois on a des conséquences dramatiques à la suite de s'être fait vacciner? Comme ce fut le cas d'ailleurs, il y a quelques conséquences d'ailleurs enregistrées. On parle de suspicion pour être très clair. Alors, petite impro, je vais vous improviser un petit cours de droit. Alors, en termes de responsabilité, c'est assez... Il y a 3 possibilités. Les 3 possibilités, quelles sont-elles? Lorsque tu vas voir ton médecin et que tu lui demandes si jamais tu peux engager sa responsabilité si tu subis un dommage à la suite de la vaccination, la réponse est oui, si tu donnes ton consentement sans que le médecin ne t'ait informé des conséquences. Parce qu'il a à ton égard une obligation d'information, une information qui doit être la plus loyale, claire et appropriée possible. Il doit t'informer sur tous les risques possibles et inimaginaux, qu'ils soient nombreux ou pas nombreux, qu'ils soient rares, exceptionnels ou fréquents. D'accord, ça c'est pour le médecin. Ça c'est pour le médecin. Donc, et si pour le les centres médecin, de vaccination par exemple. Non, je termine. Donc si le médecin ne te donne pas l'information appropriée, tu peux engager sa responsabilité sur le principe du défaut d'information et le préjudice sera la perte de chance. Objection, votre honneur. Donc tu ne seras pas indemnisé sur les préjudices que tu auras subis, mais sur la perte de chance, c'est-à-dire d'avoir perdu la chance de ne pas avoir à subir ces préjudices. D'accord. Ça c'est pour le médecin. Oui. La deuxième chose, oui. Tu peux engager la responsabilité du fabricant sous certaines conditions. C'est ce qu'on appelle, de manière générale, la responsabilité du fait des produits défectueux. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as un produit qui est défectueux, tu peux engager la responsabilité du fabricant dès lors que tu arrives à démontrer que le dommage que tu subis est la conséquence de la défectuosité du produit. Clair, c'est mort, quoi. Mais comment tu fais? Et c'est le plus gros problème en ce qui concerne. Non mais et c'est le gros problème en termes de vaccination et c'est ce qu'on a eu avec l'hépatite B et il y a plein de vaccins avec lesquels on a eu ce problème, c'est qu'on n'arrive pas à déterminer, à prouver le lien de causalité entre le dommage et le fait. Le fait dommageable. Donc là, à moins de réussir à démontrer qu'il y a une défectuosité dans le vaccin qui fait que ça va avoir les effets indésirables qui vont conduire à engager la responsabilité du fabricant, ça va être très compliqué. Mais ça n'empêche que c'est le deuxième champ d'action dont disposent les personnes qui se font vacciner. Celui des caducs, mais bon. Mais l'État, notre cher État, qui est bien entendu bienveillant à l'égard de toutes les personnes auprès desquelles il impose entre guillemets le vaccin, ironique, a décidé, que ce soit pour le vaccin ou autre d'ailleurs, hein, l'État a décidé que lorsqu'une personne subissait un dommage dans le domaine médical du fait de pas de chance. C'est pas de ta faute, c'est de la faute de personne. C'est pas de chance en fait. T'as subi un acte, ce qu'on appelle l'aléa. Le dommage que tu subis est tellement grave qu'on va faire en sorte de t'indemniser parce que nous, État, on est gentil et qu'on t'aime bien et qu'on veut pas que tu subisses des dommages sans être indemnisé. Donc il a mis en place ce qu'on appelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Donc quand tu subis un accident médical qui n'y a pas de responsable, c'est l'État qui t'indemnise. C'est-à-dire c'est l'ONIAM. Et là, ça fait à peu près un peu plus d'un mois et demi
que bizarrement est apparue comme par magie sur le site de l'ONIAM une petite rubrique qui informe tout le monde. C'est pour ça que je dis allez sur les sites de la NSM, de l'ONIAM, vous verrez tout est indiqué, qui indique que l'ONIAM est compétente pour indemniser les préjudices qui découlent du vaccin Covid-19. Il faut le prouver. Ben non, t'as pas besoin de le prouver. T'as juste à démontrer qu'à la suite du vaccin, t'as subi un dommage d'une gravité exceptionnelle. Maître Magribi, parce que c'est la condition pour être indemnisé. Esma. Oui. Moi, j'ai une question. Moi, depuis le 11 juin, j'ai eu ma 2e dose. Et depuis le 11 juin, je crois que je suis tombé amoureux de toi. Est-ce que, du coup, je peux saisir le NIAM? Voilà, ce mec plombe toute l'émission à chaque fois. Non mais j'ai une réelle question sérieuse pour le coup. Tu parlais des médecins et de la responsabilité des médecins qui se doivent d'informer. Donner une information. Voilà. Oui. Pour ce qui est des centres vaccinaux. Parce que de vaccination. Ça s'impose à tout professionnel de la santé. Non mais pardon, j'ai été dans un centre de vaccination, j'ai rencontré un docteur, je lui ai fait part de mon comment dirais-je de ton ressenti, tes doutes, tes interrogations, mes doutes, etc. Et elle m'a dit, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Si vous voulez, il y a de la place en réanimation. Oh là 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 et là là. Tu sais, c'était sur quel? C'était sur le 91? Oui, c'était sur le 91, Saint-Geneviève-des-Bois exactement. Tu saisis le conseil départemental de l'ordre des médecins pour faire part de ce manque de délicatesse, parce que le manque de délicatesse est une violation des obligations déontologiques du médecin et tu peux engager sa responsabilité au niveau disciplinaire. Donc là, je vais faire ma 2e dose vendredi. Dans un centre de vaccination qui est éphémère, dans un centre commercial, pour pas avoir à retourner là-bas parce que j'ai un très mauvais retour. J'ai failli claquer 2-3 personnes et j'aurais pas voulu vous appeler en terminant en gave. Et donc m'appeler surtout. Oui, t'appeler. Est-ce que le centre de vaccination, y compris éphémère, doit m'informer des conséquences? Tout professionnel de santé qui pratique un acte médical est dans l'obligation de t'informer. D'accord, très bien. C'est bon à savoir, les amis. Vous voyez qu'on apprend, on apprend plein de trucs dans cette émission. Ouais, surtout qu'elle est je peux même vous dire sans code, sans regarder dans mon téléphone, c'est l'article L1111-7 du code de la santé. Oui, elle est spécialiste dans la santé. Philippe, on n'apprend pas que des conneries dans cette émission quand même. Ouais. Non. Au niveau. Et par contre, je viens d'apprendre que j'étais un dommage d'une exceptionnelle gravité qui relevait de la compétence de l'ONIAM à l'égard de Philippe. Ça me choque quand même. Ouais, quand même. Il y a de quoi être choqué. Quand même. On accueille Pépito. Non, c'est pas Pépito. Comment il s'appelle? Allô? Gepetto. Ah, salut Gepetto. Gepetto. Tu nous appelles d'où, Gepetto? C'est des gâteaux. Gepetto, c'est Pinocchio. Du Val d'Oise. Qu'est-ce qui se passe avec un blase pareil, mon Gepetto? J'ai une question pour madame l'avocate. Oui. Ah. Allez. Je voudrais savoir s'il existe un document médical qui prouve qu'on est en bonne santé. Non. Un document qui explique qu'on est en excellente santé. De faire produire ce document le jour où on s'est vacciné. Comme ça, s'il y a un problème avec la date de vaccination et la date du document qui prouve qu'on est en bonne santé, c'est pas faux, ça. C'est pas bête. C'est pas bête. Ça prouvera la culpabilité de. Ah, mais ça voudra pas forcément dire que c'est à cause absolument de pas, parce que attendez, Maître Magribi, réponse, parce que moi je trouve ça pertinent ce qui vient d'être dit. Non, mais c'est pertinent, mais ça veut pas dire que ça détermine le coupable. Oui, alors. Non, mais il est en train de demander, en gros, s'il existe en quelque sorte un carnet de santé pour adultes. Ça n'existe pas. Parce que c'est. Un document qui réussira à justifier qu'on est en bonne santé au moment. Oui, mais c'est quoi être en bonne santé? C'est quoi? Tu vas chez le docteur, un certificat médical? Un check-up, ou je sais pas, est-ce qu'il y a un document spécial qui précise. Comme le certificat médical pour faire du sport. Voilà, c'est ça. Par exemple. Oui, mais comment prouver après si vous êtes en mauvaise santé, et ce que je vous souhaite pas, comment prouver que c'est à cause de un tel, une telle, ou d'un labo, ou de voilà. Mais en fait, je comprends parfaitement votre logique. Ouais, sauf que il y a quelque. Ce que vous devez comprendre, c'est que la maladie est quelque chose d'imprévisible. Et que vous pouvez très bien tomber malade tout à l'heure, tomber malade demain, laissez-moi terminer, ou tomber malade dans 2 semaines, sans qu'il n'y ait un lien de causalité direct, voire même indirect, entre le vaccin et votre état de santé. Vous pouvez avoir par exemple un capital génétique qui fait que vous avez une maladie qui va se déclencher dans 3 semaines et vous vous êtes fait vacciner aujourd'hui. Donc ce document-là, vous pouvez très bien aller voir un médecin qui va attester que vous êtes en bonne santé au jour où vous faites le vaccin. Mais c'est pas pour cette raison que demain, si vous attrapez, je sais pas,
pas, vous faites un infractus, que on va considérer qu'il y a un lien de causalité entre votre infractus et le vaccin parce que vous étiez en bonne santé. Oui, mais j'aime bien dire ça. C'était bien tenté, Gepetto. C'était bien tenté. Donc, juridiquement, ça tiendra pas. Ça tiendra pas juridiquement, mon Gepetto. En tout cas, c'était bien pensé. C'était bien pensé. Voilà. Merci, Gepetto. Bon courage. Au revoir. Salut, ciao. 01 40 33 9000. Voilà. Alors. Quelle heure il est là? 17h38. Ok, vous êtes bien sur France Maghreb 2, tout va bien. Mais franchement, merci Bespa parce que tu nous as donné quand même, mine de rien, beaucoup d'informations très importantes pour l'information des citoyens que nous sommes. Et du t'as petit vu comment les peuple, passionnés les gueux que nous sommes. Les profanes, c'est pas les gueux, c'est des profanes. C'est des profanes. Elle s'appelle pas Hollande. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Le gueux, c'est toi. Moi, je suis pas un gueux. Non, vous êtes des profanes. Ça s'appelle des profanes juridiquement. Elle s'appelle pas Hollande pour nous appeler comme ça. Non, c'est non. Alors, je vais prendre juste un dernier appel sur le sujet. Oui, vas-y, Philippe, vas-y. Moi, je suis descendance royale, donc de par ma mère, Saad Saoud, des 2 familles royales d'Arabie Saoudite. Donc, je vous prierai de ne pas me mettre dans ces cases de gueux, s'il vous plaît, et de m'appeler Son Altesse Sérénissime. Ah, ça y est, là, il se fâche. On peut se la raconter de temps en temps, ça fait plaisir. Non, mais sérieusement, moi, quand j'ai fait ma 2e dose, le médecin en question m'a expliqué qu'il pouvait y avoir des effets secondaires, alors des effets secondaires bénins, et elle m'a dit voilà les informations que j'ai à ce jour. Si, je dis bien si, et je le souhaite pas malheureusement, dans quelques années, je devais développer quelque chose qui serait en cause directe, d'ailleurs si je devais le développer, je serais pas tout seul, on serait nombreux à avoir le développé, je me retournerai pas contre ce médecin-là pour une raison très simple. Elle t'a informé. Je considère, on m'a informé qu'il pouvait y avoir des risques secondaires et je l'ai fait d'une démarche volontaire. Deuxièmement, si les médecins se retrouvent responsables alors qu'ils essayent de sauver des vies, c'est pas eux les responsables, c'est le laboratoire ou voire l'État. Mais demain, ces médecins-là n'exerceront pas et il y aura encore plus de morts. Donc déontologiquement et dans un esprit, en tout cas fraternel, moi, si je le souhaite pas, il devait m'arriver, et je le dis officiellement, donc ça fait foi sur France Maghreb 2. Hein, même Manuel Valls, il veut m'envoyer un texto pour savoir s'il peut venir bosser chez nous, c'est pour te dire. C'est gentil, non, il n'y a plus de place, c'est complet. Je ne me retournerai pas contre le médecin, je considère que c'est immoral. Je comprends parfaitement ce que tu dis, Philippe, mais il faut bien avoir à l'esprit que le médecin, lorsqu'il exerce son art, il doit l'exercer conformément aux données acquises de la science. Et quand il donne une information, il doit la donner conformément aux données acquises de la science. Et les données acquises de la science, il doit en avoir connaissance et il en va de sa responsabilité de se tenir informé et de se former. Donc, s'il ne te donne pas une information qui est adaptée à l'état de la science au moment où il te la donne, il commet une faute. Et il engage sa responsabilité. Alors, même s'il est super gentil, qu'il est chou et qu'il est mignon et qu'il est adorable, tu vois. Toi, par exemple. Alors, en l'occurrence, elle était super gentille, elle était super chou. Parce qu'on sait que t'as beaucoup de cœur et que t'es très. Alors, question qui m'a été posée par une infirmière. Laisse-moi. Oui. Question qui m'a été posée par une infirmière. C'était pas prévu, mais il y a beaucoup de gens qui ont des questions à poser, donc priorité au peuple quand même. Bien sûr. Une personnelle soignante, elle veut pas passer à l'antenne, elle se demande si elle refuse de se faire vacciner. Quelles peuvent être, est-ce que ça met en porte-à-faux et quelles peuvent être les conséquences pour elle, voilà. Bah, si le vaccin devient obligatoire, ils peuvent remettre en péril son poste. J'ai déjà entendu des histoires comme ça. Dès lors que c'est pas encore obligatoire. Tant que c'est pas obligatoire, ils peuvent pas ils peuvent pas mettre en péril son poste, ils peuvent pas la licencier, ils peuvent pas. Après, je sais pas si elle est fonctionnaire, ils peuvent. C'est déjà arrivé. Mais après, ils invoquent peut-être d'autres motifs. Ils font ça en sous-marin. Mais de manière officielle, on ne peut pas du tout remettre en péril son poste si le vaccin n'est pas obligatoire. Mais si le vaccin est obligatoire, il est obligatoire. Si elle se vaccine pas, bah. Alors, il est 17h42, les amis. Je voulais qu'on aborde un sujet rapidement parce que c'est quelque chose qui est en train d'exploser dans certains pays et auprès d'une certaine population. C'est ce fameux tourisme halal. Alors, qu'est-ce que c'est que le tourisme halal ? Beaucoup de gens m'ont posé la question, y compris dans l'équipe quand j'ai annoncé ce sujet. Qu'est-ce que c'est que le tourisme halal ? Bah, c'est très simple. Vous avez effectivement des gens de confession musulmane qui souhaitent se rendre en vacances et pouvoir respecter leur croyance, alors pas leur croyance, mais leur pratique religieuse. Ouais. Ce qui fait que vous avez par exemple à disposition de ceux qui souhaitent utiliser ce principe des hôtels qui d'abord vous promettent et que vous s'engagent à ce que vous ayez que de la nourriture halal, 100% halal. Ouais, la possibilité d'avoir des piscines non mixtes, c'est-à-dire piscine pour femmes et piscine pour hommes. La possibilité aussi des salles de sport également, des salles de prière pour que chacune et chacun puisse aller prier à sa guise et à son choix. La possibilité aussi d'avoir pour la plupart des hôtels des plages privées. D'ailleurs, où des parties sont réservées pour des femmes
et des parties pour des hommes. Et également tout ce qui respecte bien sûr les différents rites religieux. Donc voilà. Alors c'est en train d'exploser. Alors, il y a des pays qui reviennent en force quand on parle de tourisme halal. C'est par exemple la Malaisie, l'Indonésie, la Turquie, par exemple. Et on sait qu'une grosse partie de la population du Moyen-Orient ils font appel. Exact. Mais maintenant, de nombreuses agences aussi se sont spécialisées dans ce domaine. Besma, Audrey, Philippe, qui ont ouvert en Europe et visiblement ça a le vent en poupe. Ouais. Est-ce que vous comprenez, par exemple, que alors je sais pas, moi personnellement, à titre personnel et sans jugement aucun, Ouais. je trouve ça un peu particulier, par exemple, d'aller en vacances avec sa femme et de pas pouvoir se baigner avec sa femme et d'être chacun de son côté. Ouais, mais non, mais alors, d'accord, ça c'est mon avis, c'est mon Alors, avis. Voilà. Ça c'est de base, c'est un choix qui a été fait avant de partir. Mais alors, avant de parler de ce sujet, il faut quand même, pour que les auditeurs se rendent compte, que ça représente quand même un marché de 220 millions d'euros. Le marché du tourisme halal, donc c'est quand même... Elle a bossé son sujet. C'est une niche commerciale. J'ai surtout cherché, voilà, le rythme de croissance effectivement s'accélère donc pour 2020, mais alors surtout il vise pour 2026 300 milliards, voilà, 300 milliards. Comment tu passes de 200 millions à 300 milliards, toi, Besma, Audrey? En fait, il est prévu que cela arrive à 80 milliards et d'atteindre 300 milliards à l'horizon de 2026. Mais ce qui est logique, hein. Moi je en comprends fait, c'est le développement exponentiel. de ça. Moi je parce comprends que ce développement. Et il faut savoir, je complète mon information. Il faut savoir que énormément de pays non musulmans rentrent dans la course. Ouais, c'est ça mais aussi. c'est pour ça que je disais, moi je comprends parfaitement. Voilà. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la niche commerciale. C'est une niche, c'est-à-dire on va cibler une communauté où il va y avoir de l'argent et on va pouvoir se faire de l'argent. Du vrai séparatisme, où on va pouvoir se faire de l'argent. Donc c'est quelque chose, c'est une niche que tu ne verras pas se développer en France, logiquement. Bah oui, ça c'est mais clair. ça n'empêche que c'est une niche qui peut permettre de gagner beaucoup d'argent. C'est oui, voilà. Philippe. À 320 milliards, moi je vous en fais de la... de dollars, pardon. De dollars. Mais même en roupies, moi je m'y mets tout de suite. Bah oui. Quoi. Non, mais... Non, à titre personnel, ouais. moi à titre personnel, j'aime quand il y a un métissage, un brassage des cultures, des religions, des êtres humains. Maintenant, s'il y a des gens qui se sentent bien et qui veulent s'enfermer et rester entre soi, c'est leur problème. S'il y a des gens qui veulent en faire du commerce, c'est aussi leur problème. Il y a bien des camps de naturistes, il y a bien des gens qui ouvrent des séjours thématiques pour des survivalistes, d'autres pour les gens, les témoins de Jéhovah partent entre eux, les gens de la secte Moon partent entre eux. Tu as quand il y a des pèlerinages à Lourdes, etc. Tu as que des catholiques ou des chrétiens qui sont ensemble. Ma foi, tant que ça m'est pas imposé à moi, et puis j'ai pas de souci avec ça. Oui, non, mais t'as raison de le dire, c'est-à-dire qu'effectivement c'est vraiment pour une catégorie de gens qui peuvent se sentir bien avec ce genre de concept, et si ça existe, c'est qu'il y a une demande. Donc s'il y a une demande, voilà. C'est que d'un, il y a une demande, et de deux, ça rapporte de l'argent. J'ai cherché le top 10 des pays non musulmans visités, tu vois. Donc il y a le Royaume-Uni, bon évidemment il y a toujours une communauté l'Angleterre c'est logique, ouais. Mais il y a le Royaume-Uni, la France en deuxième. Ah bon? Oui, il y a l'Espagne, les États-Unis, l'Italie, la Thaïlande, il y a Singapour, il y a la Grèce, il y a l'Inde et la Géorgie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est pour les pays, entre guillemets, dits non musulmans, de par la majorité, en fait, de la population. Après, dans les... Attends, j'ai rien compris. C'est là, le top 10 que tu viens de nous faire, ce sont quoi? C'est des demandes de ce type de prestations, ou c'est des pays qui pratiquent ce genre de tourisme? Ce sont des pays qui sont visités et qui sont considérés comme non musulmans. Oui, d'accord, mais pour faire quoi? Pour y pratiquer ce genre de choses? Oui, pour pratiquer le tourisme halal. En France, il y a des agences qui commercialisent des endroits où on peut pratiquer ce genre de choses. Exactement. Sur les champs, par exemple, t'as des salons de coiffure qui sont adaptés uniquement pour la communauté. T'as des... Ah bon? Oui. Mais c'est juste que voilà, ça vise une certaine catégorie. T'auras des choses à dire à ton pote Jordan Bardella, Philippe. Voilà. Donc, et oui, en tout cas sur les champs et tout ce secteur-là, il y a beaucoup d'hôtels,
de commerce, enfin je vous dis des coiffeurs, des spas, des centres esthétiques qui sont vraiment réservés exclusivement aux femmes et qui s'adaptent en fait. Et pour les pays musulmans visités, comme tu disais tout à l'heure, il y a la Malaisie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Maroc, il y a Bahreïn, il y a Oman, il y a l'Iran, il y a l'Ouzbékistan et les Émirats Arabes Unis. Voilà. D'accord, très bien. Bon bah voilà, au moins on aura appris des choses en tout cas. Est-ce que sérieusement, Maître Maghrebi, c'est un truc qui est tentant ou pas? C'est un truc qui est tentant, c'est-à-dire. Bah, est-ce que ça... Tu veux que je développe moi ça et me faire 3 millions d'euros non, de pas toi, mais pas à titre personnel. Est-ce que ce genre de concept t'intéresserait ou pas? Ah, pour gagner de l'argent, oui. Non, pour y aller, Besma, arrête de parler d'argent toi aussi. Businessman là. Non mais est-ce que tu comprends? Bah oui, moi je peux comprendre. Moi ça me choque pas. Écoute. En tout cas, ça intéresse énormément de gens visiblement, puisque comme tu l'as dit, c'est en pleine expansion. Et moi j'étais la première surprise parce que je me suis dit comment on peut... aller dans un endroit où il y aurait des filles où on se retrouverait qu'entre filles et qu'on serait pas embêtés. Non, si t'y vas, ça m'énerve. Si t'y vas avec ton mari, tes enfants et tu te retrouves le soir, c'est nickel. Enfin, après chacun. Non, quand tu pars en vacances avec ta femme ou ton mari, c'est pour profiter de ta femme ou de ton mari. Bah oui, alors aussi partir en vacances avec des copines. C'est pour ça que je te dis, c'est un choix que tu fais avant de partir. Donc, Philippe, si ta femme est d'accord. Oui, Philippe. Mais c'est pas réservé aux couples. Oui, vas-y, Philippe. Mais non. Mais si. Mais non. Philippe, vas-y. C'est énorme. Mesdemoiselles, il y a l'imam Chagmaoui là qui vient de m'envoyer un texto. Oh là là. Il a dit si dégoulasse, c'est séparatise. Bon, eh bien en tout cas, encore une fois, il s'agit pas de juger, chacun fait ce qu'il veut, et voilà, Bien chacun sûr. est libre. La liberté, les amis, voilà, c'est important. Dans un instant, justement, puisqu'on parle de liberté, on a remis en place depuis lundi Libertad. C'est quoi Libertad? Eh bien, vous allez pouvoir nous appeler dans un instant au 01 40 33 9000 en toute liberté et sans filtre. Je vais prendre vos appels en direct. Vous allez pouvoir nous dire ce que vous voulez, passer un petit coup de gueule, un coup de cœur, venir démolir Audrey, Besma, Philippe. Pourquoi démolir Moi d'ailleurs, n'hésitez pas. Ou venir féliciter Philippe en tant que nouveau conseiller régional et me remercier Besma pour ses informations précieuses et Audrey. Eh bien, vous pouvez le faire dans un instant au 01 40 33 9000. C'est antenne libre. Dans un instant, ne bougez pas, à tout de suite. De toute façon, on se laisse pas démolir, nous. Demain, on recevra un invité, mon cher Philippe. D'ailleurs, quelqu'un que tu connais peut-être, c'est le député de la première circonscription du Val-de-Marne, monsieur Frédéric Descrozaille, qui sera avec nous dans le studio entre 17h et 17h30, député de La République En Marche, dans le LGF demain. Pour l'heure, et pour finir cette émission, c'est Libertad. Alors comment ça se passe Libertad? C'est un peu comme à l'ancienne méthode dans radio, un truc qui n'existe pas, hein. Aucune radio ne le fait. On prend le risque de le faire les 5 dernières minutes. Vous nous appelez pour nous dire ce que vous voulez. C'est libre antenne totale. Vous avez peut-être envie de réagir sur ce que vous avez entendu dans l'émission ou pas. Nous faire part d'une exposition, d'un concert, bref, ce que vous voulez. Nous faire part d'un coup de gueule, d'un coup de cœur. 01 40 33 9000. Je prends vos appels sans filtre et en direct sur France Maghreb 2. Vous pouvez même utiliser le 08 92 23 99 50 parce que évidemment le standard est vite saturé. Allez, hop, j'appuie sur le bouton. Allô, bonjour, qui est là? Oui, bonjour Christophe, bonjour à vos invités, c'est Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour à tous. Voilà, moi je voulais intervenir concernant le tourisme halal. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, pourquoi? Parce que je pense à toutes les femmes qui portent le burkini, qui peuvent pas aller sur les plages comme tout le monde, et puis qu'elles sont sanctionnées ou elles sont mal regardées. Donc ce genre de tourisme, moi je trouve que c'est une bonne chose pour ces personnes-là. D'accord, merci Myriam. Pas forcément en couple, mais les femmes qui sont seules. Ouais, les femmes qui sont seules ou celles qui veulent partir entre copines, évidemment. Merci Myriam, merci beaucoup. Bonne soirée. 01 40 33 9000. Voilà, vous avez compris le principe. Vous pouvez nous dire ce que vous voulez, n'hésitez pas. 01 40 33 9000. Vous nous appelez en direct. Je prends vos appels et sans filtrage en direct. France Maghreb 2, bonjour. Qui est là? Allô? Ah bonjour, c'est Hakim. Salut Philippe. Ah merde. Ah non, c'est moi j'ai dit. Mais non, et en plus moi aussi je me suis J'ai reconnu direct, mais attends, t'es grillé, allez hop dehors. 01 40 33 9000 les amis pour nous appeler. Voilà, les auditeurs, hein, pas les chroniqueurs qui utilisent pour faire n'importe quoi. Comme quoi, il n'y a pas de filtre, hein, c'est la preuve qu'il n'y a pas de filtre. Ouais, ah ouais, c'est la preuve. C'est la preuve. Tu prends, tu décroches direct. Allô, bonjour, France Maghreb 2, bonjour.
Ouais, bonjour. Bonjour. Bonjour, ton prénom, ta ville d'appel, s'il te plaît. Oula, Noisy-le-Grand, Albert. Albert, ok, salut Albert. Tu veux nous parler de quoi, Albert? Non, je voulais tout simplement dire que bon, j'écoute l'émission depuis quand même quelques années. Ouais. Oui. C'est pas pour être méchant, mais bon, vous dites à chaque fois que vous êtes la seule radio qui donnait la voix. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez d'ici et maintenant, quoi? Donc, Alors, on les salue, nos amis d'ici et maintenant, effectivement, qui sont moi, je des pensais radios, qu'il allait dire qu'on était une des radios aussi qui donne la parole aux gens. Tu as raison, Albert. Ouais, tu as raison. On est d'accord. Allez, je t'embrasse. Au revoir. Merci. Il a raison, il a raison. Non, mais. Voilà. Ici et maintenant. Albert est animateur. Bah, peut-être. Et on les salue, nos amis d'ici et maintenant. France Maghreb de bonsoir qui est avec nous. C'est Nabil, allez l'OM, allez Paris. Oh là là. Dehors, Nabil, dehors. 01 40 33 9000. Mais t'es pas drôle. Pour nous appeler. On vient de signer d'ailleurs un joueur à Paris. Chose de bien, fais-le jusqu'au bout. Ramos. Voilà, Oui, non, Ramos mais c'est ça parisien, va, les amis. Voilà. Les Marseillais, s'il vous plaît, au secours. Les Marseillais, s'il vous plaît, appelez, s'il vous France Maghreb plaît. de bonsoir qui est avec nous. Un Marseillais. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, Ah, je vous entends. un Quel est votre prénom, monsieur? Oui, Moustapha, enchanté. Et vous appelez de Marseille? Une bonne fin de journée à tous nos auditeurs. Merci Moustapha. Merci, vous nous Moustapha. appelez d'où, Moustapha? De Marseille. Pardon, de Marseille. De Marseille. Très bien. Allez. Merci Moustapha. Salut Moustapha, à bientôt. L'objet de mon appel concernait donc le sujet du jour, enfin du moins l'un des sujets du jour, c'était donc ces propositions de vacances réservées, enfin du moins à l'attention d'une catégorie de la population. Oui. Quand nous connaissons la situation des musulmans en France, et lorsque ce même pays propose, ou du moins donne la libéralité de proposer ce type de, entre guillemets, business, j'y trouve quand même un schisme effarant. Ouais. J'aurais aimé connaître les investisseurs qui sont derrière ce fameux tourisme halal. Ouais. Bonne remarque, mon Moustapha. De voyage, de tourisme et autres, parce que je ne voudrais pas que ce soit des investisseurs même qui vont se faire de l'argent sur la communauté et qui dans un même élan trouvent les ressources nécessaires pour s'attaquer à la communauté. Ouais, bonne remarque Moustapha, je t'embrasse, merci beaucoup, à bientôt. Merci. Et ainsi se termine cette émission pour ce soir, merci beaucoup. Oui Philippe, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah justement, après l'intervention de Moustapha, il y a un tweet d'Éric Zemmour, il dit voilà la communauté, encore de l'ostracisme, moi qui voulais investir chez vous, pour pouvoir partir loin. Voilà. Merci Philippe, bonnes vacances à toi mon Philippe. Salut Maudrey, bonnes vacances Maître Maghrebi. Ciao. Est-ce que vous nous ferez un petit coucou de Marseille? Mais évidemment. Ouais, enfin de là où je vous vais êtes. l'imposer même. Très bien, allez. Tu blagues. Bonnes vacances à tous. Demain, rendez-vous avec Rudy Kazi, avec Razik Métiche et avec une nouvelle qui fera son apparition, une nouvelle chroniqueuse, elle s'appelle Nadia. Et notre invité donc sera le député de la première circonscription du Val-de-Marne, Frédéric Descrozaille, qui sera avec nous demain entre 17h et 17h30. On aura un sénateur vendredi et un autre député des Girondes lundi. Comme quoi, finalement, le Grand Forum, c'est quand même pas mal. À tous, une bonne soirée et rendez-vous demain 16h sur France Maghreb 2. Il est 18h passé de quelques minutes. Voici le journal des RFI. Ciao tout le monde.